Et si les applaudissements adressés à l'Afrique étaient un piège subtil, une cage dorée où la reconnaissance sert de cadenas? On célèbre nos chanteurs, nos artistes, nos danseurs, mais qui finance nos chercheurs, nos inventeurs, nos penseurs? Pourquoi le continent a-t-il construit davantage de théâtres que de laboratoires, multiplié les scènes et les festivals, sans ériger les fondations d'une puissance scientifique? Pourquoi reçoit-il des millions, des milliards de francs pour des fêtes éphémères, mais si peu pour des idées capables de transformer nos sociétés en profondeur sur plusieurs générations? Prenons un exemple frappant. À Lagos, la capitale économique du Nigeria, il existe plus de 50 salles de spectacle modernes, toutes construites ou rénovées grâce à des subventions étrangères au cours des 20 dernières années. Mais dans la même ville, les principaux laboratoires universitaires manquent de microscopes fonctionnels et certains chercheurs doivent partager le même ordinateur pour analyser leurs données. À Abidjan, la Côte d'Ivoire accueille chaque année de grands festivals de musique soutenus par des marques internationales, mais les universités locales n'ont pas reçu d'équipement de pointe depuis plus de 10 ans. Ce contraste n'est pas anodin. Il est le symptôme d'un choix politique et stratégique. Il finance pour notre rythme, mais asphyxiant de notre raison. Chaque subvention pour un concert, un spectacle ou une exposition cache une stratégie. Contrôler ce que l'Afrique exprime, rendre sa voix belle mais inoffensive. L'art, oui, la science, non. Cela ressemble à de la générosité, mais c'est un choix de pouvoir, une façon de canaliser l'énergie africaine loin des centres de décision, de faire de la créativité un spectacle plutôt qu'un moteur d'émancipation. Pour comprendre la portée de ce piège, il faut remonter dans l'histoire. Sous la période coloniale, la puissance passait par la conquête des terres, la domination militaire et l'imposition de lois étrangères. Aujourd'hui, la domination se fait plus subtile. Elle infiltre les esprits, colonise l'attention, détourne les rêves. C'est la colonisation douce, la colonisation culturelle, où le soft power remplace la force brute. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, a brisé ce silence. Il a osé nommer ce système qui préfère une Afrique qui amuse le monde, plutôt qu'une Afrique qui s'émancipe et décide pour elle-même. Il a déclaré lors d'un discours retentissant: « On finance notre culture, pas notre science, parce que la culture divertit, mais la science donne du pouvoir. » Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre, dévoilant une vérité longtemps cachée derrière le rideau des festivités. Le véritable enjeu, ce n'est pas l'argent, c'est l'indépendance. Qui distribue les subventions détient le pouvoir sur l'avenir. Tant que nous brillons sur scène, mais pas dans les laboratoires, nous ne faisons que danser au rythme imposé par d'autres. C'est une logique vieille comme le monde. Celui qui contrôle le financement oriente les priorités, façonne les rêves, décide des innovations à soutenir ou à étouffer. Si l'Afrique continue de séduire sans produire, elle risque de perdre à jamais sa capacité à façonner son propre destin. Être applaudi sans être respecté, c'est rester prisonnier du regard des autres. L'histoire regorge d'exemples de peuples brillants sur scène, mais absents dans la salle où se prennent les grandes décisions. Les nations qui n'investissent pas dans la connaissance finissent par consommer l'innovation des autres, payant au prix fort leur dépendance. Mais qui profite réellement de cette situation ? Derrière la reconnaissance, il y a une mécanique invisible, une toile d'intérêt qui façonne le futur du continent. Pour comprendre ce mécanisme, penchons-nous sur les flux financiers internationaux. Selon l'UNESCO, moins de 0,5% du produit intérieur brut africain est investi dans la recherche et le développement, alors que la moyenne mondiale dépasse 2,2%. Cela signifie que pour chaque 100 francs générés par l'économie africaine, à peine 50 centimes vont à la science, alors que dans le reste du monde, plus de 2 francs y sont consacrés. Depuis des générations, le monde acclame l'Afrique qui danse, mais se méfie de l'Afrique qui réfléchit. Derrière les sourires officiels et les parades chatoyantes, une vérité dérangeante se révèle. Alors que la scène culturelle africaine brille, les laboratoires, eux, s'effondrent dans l'ombre. On pourrait croire à une négligence, mais l'analyse des trajectoires historiques montre qu'il s'agit d'une politique délibérée, d'une ingénierie culturelle savamment orchestrée. Prenons le cas du Sénégal, qui a accueilli la Biennale de Dakar depuis plus de 30 ans. Ce festival international d'art contemporain reçoit chaque édition plus de 10 millions de dollars d'investissement, la plupart venus de fondations étrangères et d'ambassades. Pendant ce temps, l'université Cheikh Anta Diop, pourtant l'une des plus prestigieuses du continent, doit organiser des collectes internes pour réparer ses laboratoires de chimie et de biologie. Les étudiants utilisent parfois du matériel datant de l'époque coloniale, ou bricolent des solutions de fortune pour mener à bien leurs expériences. Ce contraste n'est pas le fruit du hasard.
Au fil du temps, l'aide internationale a méthodiquement délaissé l'industrie et la recherche pour injecter ces fonds dans la culture. Les ambassades rivalisent donc d'initiatives pour financer concerts et expositions, mais très rares sont celles qui fondent un institut scientifique ou soutiennent une équipe de chercheurs sur le continent. En Afrique du Sud, des quartiers entiers de Johannesburg portent le nom de centres culturels financés par des pays européens. Mais peu d'investissements sont réalisés pour soutenir la recherche fondamentale ou les start-up technologiques locales. Il suffit de franchir les portes d'une université africaine pour constater le contraste. Étudiants et jeunes scientifiques, débrouillards, manipulent du matériel hors d'âge, tandis que les artistes locaux sont ovationnés sur les scènes mondiales. Les trophées saluent l'expression, mais l'innovation naît et prospère ailleurs. À Accra, au Ghana, les festivals de musique reçoivent plus de subventions étrangères annuellement que l'ensemble du budget de l'université Kwame Nkrumah pour la recherche scientifique. Le constat est brutal. L'Afrique consacre moins de 0,5% de son produit intérieur brut à la recherche et développement, là où la moyenne mondiale dépasse 2,2%. Les chiffres ne mentent pas. Le choix de sacrifier la science n'est ni accidentel ni innocent. Il s'agit d'un mécanisme de contrôle, une façon de maintenir le continent dans un rôle de fournisseur de culture, mais jamais de créateur de technologies ou de concepts disruptifs. Chaque laboratoire laissé à l'abandon, c'est un esprit privé d'aile. Chaque projet avorté, un maillon de plus à la chaîne de dépendance. Il ne s'agit plus ici de simples arbitrages budgétaires, mais d'une stratégie soigneusement orchestrée pour entretenir une forme de tutelle intellectuelle. C'est comme si l'Afrique était invitée à décorer la maison du monde, mais jamais à concevoir les plans de l'édifice. Pourquoi ce flot d'argent vers la culture et si peu vers la science ? Quelles véritables intentions se dissimulent derrière ces applaudissements généreux et cette célébration appuyée ? Pour le comprendre, il suffit de lire entre les lignes des rapports diplomatiques. La culture est un excellent outil de soft power. Elle permet d'influencer sans avoir à imposer. Elle occupe les esprits, détourne les ambitions, canalise les frustrations vers des formes d'expression qui ne remettent un peu pas en cause les équilibres géopolitiques. Mais cette dépendance n'est pas une fatalité. D'autres voies, plus discrètes, tentent de briser le cercle et de rendre à l'Afrique la maîtrise de son avenir. En Éthiopie, par exemple, les autorités ont lancé le projet du Grand Barrage de la Renaissance, financé en grande partie par des ressources internes et des contributions citoyennes. Ce barrage, au-delà de son impact énergétique, symbolise une volonté de mobiliser la science, la technologie et l'ingénierie au service d'un développement autonome. Le progrès a parfois le goût d'un piège raffiné. Derrière le masque de la générosité culturelle, un pouvoir discret dessine l'avenir d'un continent sans bruit. À Nairobi, des blocs entiers de la ville sont nommés d'après des programmes culturels étrangers, alors que les écoles techniques peinent à payer l'électricité. Cette répartition des ressources façonne une Afrique dont l'image rayonne, mais dont le socle scientifique s'effrite. Les arts africains rayonnent grâce à des financements venus d'ailleurs. Expositions, concerts et festivals se succèdent, inondant l'espace public de lumière. Mais la science, elle, reste dans la pénombre. Trop incertaine, trop difficile à dompter pour ceux qui tiennent les cordons de la bourse. On célèbre la créativité, mais on se méfie de l'innovation, celle qui pourrait bouleverser l'équilibre global. La reconnaissance artistique est encouragée parce qu'elle flatte, elle divertit, mais n'ébranle pas l'ordre établi. Hier, la domination s'imposait par la force et la conquête des terres. Aujourd'hui, elle infiltre les esprits. Colonisation de l'attention et des rêves, orchestrée par médias, réseaux sociaux et algorithmes qui filtrent nos désirs et nos perspectives. Les projets culturels sont portés au nu parce qu'ils ne menacent personne. Ils décorent, mais ils n'affranchissent pas. L'innovation scientifique, elle, inquiète. Elle ouvre la voie à l'autonomie, au vrai changement, à la capacité de transformer la réalité. Regardons ce qui s'est passé en Inde. Pendant des décennies, le pays était connu pour ses films, sa musique et ses traditions colorées. Mais à partir des années 90, l'Inde a massivement investi dans la science et la technologie. Aujourd'hui, elle envoie des satellites dans l'espace, développe ses propres médicaments et exporte des logiciels dans le monde entier. C'est ce changement de cap du spectacle vers le laboratoire qui a transformé la destinée d'1 milliard d'individus. Les jeunes Africains évoluent dans un univers où la réussite se mesure en mentions, en partage, en abonnés. L'acclamation extérieure compte plus que l'impact profond. Ils apprennent à séduire le regard du monde plutôt qu'à inventer les outils de leur avenir. Sur les réseaux sociaux, la créativité devient une performance à consommer, pas une force à construire.
Le nouvel empire n'a plus besoin de chaînes ou de frontières. Il a besoin d'écrans, de plateformes, d'algorithmes qui capturent l'attention et façonnent les rêves. Ce système récompense l'apparence, mais enferme dans une dépendance toxique à la visibilité. Le péril est immense, une génération entière risque de s'enfermer dans le désir de plaire, laissant la construction, l'innovation et l'émancipation de côté. La créativité devient spectacle, pas levier d'indépendance. Pourtant, ce modèle porte en lui sa propre faille. En étouffant la pensée critique et en glorifiant le superficiel, il prépare sa chute. Tout système de contrôle finit par engendrer sa contestation. Le réveil viendra-t-il ? Mais à quel coût et pour qui ? L'histoire du monde montre que les sociétés qui négligent l'innovation scientifique finissent par importer ce qui aurait dû être inventé chez elles, perdant ainsi leur souveraineté. L'illusion de la reconnaissance cache une stratégie de dépendance, mais certains commencent à voir au-delà des projecteurs. Au Nigeria, des codeurs autodidactes inventent des applications adaptées aux réalités locales, contournant les solutions importées qui ne répondent pas toujours aux besoins du terrain. Au Sénégal, des enseignants transforment la classe en laboratoire vivant, utilisant des objets du quotidien pour expliquer les concepts scientifiques, faute de matériel moderne. Et si l'Afrique cessait de performer pour inventer enfin ? Imaginez, le continent refuse de danser pour plaire, de chanter pour attirer, et ose penser, créer, transformer selon ses propres visions. Pourtant, la scène actuelle est tout autre. Les regards et les désirs de la jeunesse sont happés, seconde après seconde, par les écrans sociaux. L'algorithme décide de ce qui émerveille, scandalise ou retient l'attention. À force de défiler, l'esprit critique s'efface. On consomme, partage, réagit, mais on réfléchit de moins en moins. Dans l'ombre, le soft power étranger avance. Plus de 6 jeunes sur 10 consacrent leurs efforts à des contenus financés par d'autres puissances, pendant que plus de 60% des budgets culturels proviennent de l'extérieur. La fête est sponsorisée, mais la science, elle, reçoit des miettes, si peu qu'on n'ose même pas compter. Le paradoxe mord. L'Afrique exporte ses brillants codeurs, ingénieurs, médecins. En retour, elle importe applications, brevets, technologies. Le génie fuit, l'innovation s'achète, la dépendance s'installe, profonde et invisible. Pourtant, des fissures apparaissent dans cette cage algorithmique. À Abidjan, des artistes mélangent art et technologie pour briser les frontières de la création. L'innovation devient acte de résistance, l'art et la science s'entrelacent. À Kigali, au Rwanda, le gouvernement a lancé le programme Made in Rwanda pour inciter les jeunes à inventer et produire localement. Ce programme, financé en partie par des ressources nationales, a permis de créer plusieurs start-up technologiques et de développer des équipements médicaux adaptés aux besoins du pays. Mais tant que la souveraineté intellectuelle restera un mirage, la logique perdure. Exporter le talent, importer l'avenir. La prison n'a plus de barreaux, mais l'attention remplace l'ambition, la célébration masque la soumission. Un frisson parcourt la jeunesse. Une génération questionne, refuse d'être applaudie pour mieux être ignorée. Elle réclame le droit d'imaginer, de douter, de créer sans permission. Chaque idée originale, chaque projet localement conçu est une faille dans le mur de la dépendance. Pour briser ces chaînes invisibles, il ne suffit pas de dénoncer ou d'espérer. Il faut transformer la prise de conscience en révolution concrète. Mais à quoi ressemblerait cette révolution si elle dépassait le stade des mots ? Comment l'Afrique peut-elle reprendre la main sur son propre récit ? Le vrai programme est simple. Financer notre science pour forger notre puissance. Arrêtons de croire que seule la reconnaissance sur scène donne de la valeur. Demain, les nations qui domineront seront celles qui investissent d'abord dans leur laboratoire et non dans leur salle de spectacle. Tant que chaque franc nourrit le divertissement, l'Afrique applaudit alors que d'autres dessinent déjà l'avenir. Investir dans la recherche d'abord, c'est choisir d'armer nos esprits avant de les distraire. Cela signifie transformer chaque ressource exportée, cacao, or, pétrole, données numériques, en capital pour créer ici nos propres brevets, nos logiciels, nos traitements. Chaque tonne qui quitte l'Afrique doit ramener de la matière grise, pas seulement des devises. La puissance commence par un fonds de connaissances africain, alimenté par les citoyens, les entreprises, jamais uniquement par des donateurs étrangers. Imaginez, chaque citoyen, même avec un seul billet, devient actionnaire de l'innovation. Ce geste rompt le cycle de la charité et construit un socle solide, protégé des humeurs géopolitiques. L'exemple du Rwanda, où chaque entreprise consacre un pourcentage de son chiffre d'affaires à l'innovation locale, montre que ces mécanismes sont possibles. Former une nouvelle génération ne signifie pas la préparer à briller pour les autres, mais à bâtir des ponts, des énergies, des systèmes qui nous appartiennent.
Il faut réorienter nos écoles, nos universités, viser la construction plutôt que la simple performance. Être vu ne suffit plus. Il faut devenir incontournable par notre savoir, nos inventions. Cela implique aussi de réformer la pédagogie, d'encourager la recherche interdisciplinaire, de valoriser les travaux scientifiques dans les médias nationaux. Mettons en place des systèmes où chaque contrat, chaque exportation, chaque partenariat réserve une part à l'innovation africaine, un pourcentage de chaque transaction dédié à la recherche, à la technologie, aux startups scientifiques. C'est le chemin vers la souveraineté, de la sous-traitance à la maîtrise. En Corée du Sud, ce type de fonds d'innovation a permis, en moins de 50 ans, de transformer le pays d'une économie agricole à l'un des leaders mondiaux de la technologie. Le risque est là, immense. Sans action, le réveil restera un rêve et la dépendance sera notre destin. L'histoire ne pardonne pas l'inaction. Ceux qui se contentent d'être applaudis tombent dans l'oubli, ceux qui misent sur l'intelligence bâtissent des empires. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a choisi d'investir massivement dans la recherche et l'éducation, devenant en quelques décennies l'une des premières puissances technologiques de la planète. L'Afrique doit s'inspirer de ces trajectoires. Le temps n'est plus à la plainte ni à l'attente. Aujourd'hui, chacun peut choisir, continuer d'applaudir ou commencer à bâtir. Mais comment enclencher ce mouvement collectif ? C'est là que commence la transformation. L'éclat de l'applaudissement ne dure qu'un instant, mais la création construit l'éternité. Tant que nous nous contentons de divertir, nous laissons d'autres écrire le scénario de notre histoire. L'Afrique ne s'inventera pas dans l'ombre de la célébration, mais à la lumière de ceux qui osent bâtir des ponts vers l'émancipation. Renoncer à agir, c'est offrir à des mains étrangères le pouvoir de définir ce que signifie être africain. Ce n'est plus seulement une question de spectacle, c'est une bataille silencieuse pour l'âme de notre avenir. L'inaction, c'est confier à d'autres la plume qui rédigera nos lois, nos brevets, notre mémoire, nos rêves collectifs. L'Afrique ne doit pas rester la scène du monde. Tant que nous demeurons spectateurs de notre propre destin, la dépendance intellectuelle s'installe. Le risque est immense. Rester enfermé dans un cycle où l'admiration mondiale masque la carence d'infrastructures, de laboratoires, de financement pour innover. Sans souveraineté scientifique, il n'y a pas d'émancipation réelle. L'avenir ne se façonne pas dans le bruit des applaudissements, mais dans le silence des laboratoires, la patience des chercheurs, l'audace des ingénieurs. Ce sont eux qui façonneront une Afrique capable d'exporter son savoir, de soigner ses malades, de transformer ses ressources, de rivaliser sur la scène mondiale. Chaque minute passée à célébrer sans investir dans la connaissance est une minute volée au futur. Les faits sont là. Moins d'1% de la production scientifique mondiale pour 12% de la population. Une moyenne d'investissement en recherche inférieure à celle du monde qui approche 2,2%. Cette réalité n'est pas une fatalité. Elle peut être brisée par la volonté collective. Refuser la passivité, c'est refuser de laisser d'autres dessiner notre avenir. La génération qui s'engage aujourd'hui sera celle qui brise le cycle de la reconnaissance creuse pour bâtir une puissance durable. L'Afrique ne doit pas seulement inspirer, elle doit inventer, questionner, construire. Il ne suffit plus d'être visible, il faut être décisif. Passer du rôle d'icône culturelle à celui de pionnier scientifique. Utiliser notre visibilité non comme un trophée, mais comme une rampe de lancement vers l'autonomie et la maîtrise de notre destin. Aujourd'hui, chaque femme et chaque homme est devant un choix, rester spectateur ou devenir bâtisseur du futur africain. Car l'applaudissement s'éteint, mais la création laisse une empreinte qui ne s'efface jamais. L'histoire retient non ceux qui divertissent, mais ceux qui transforment. C'est à nous ensemble d'oser enfin la révolution de l'esprit.